Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Haloud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 28 avril 2015. Bienvenue à cette émission. Et si vous nous recevez chez vous, merci donc pour nous recevoir donc chez vous à travers nos stations partenaires, une vingtaine, à travers tout le pays. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur la semaine nationale de la liberté de la presse. 30 ans après, les activités donc de cette semaine ont repris. Nous sommes avec trois invités. Amey Sissé, parrain de cette semaine et directeur de publication du journal Le Scorpion. Également avec nous, Mamadou Talata Maïga, administrateur délégué de la Maison de la Presse du Mali, et pour couronner, Abdraman Keita, directeur de publication du journal Le Témoin. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. À l'arrêt depuis 1985, c'est finalement cette année que le Mali consacre une semaine entière à la liberté d'expression. Pour cette relance des activités de la Semaine nationale de la liberté d'expression, les responsables des organisations donc dédiées à la presse ont choisi un thème englobant trois questions majeures, à savoir laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité de l'ère du numérique. Alors, Mamadou Talata Maïga, administrateur délégué de la Maison de la Presse du Mali, pourquoi un thème aussi complexe? Bon, en fait, je ne pense pas que le thème soit aussi complexe. En réalité, je dirais, c'est l'heure du temps, mais c'est aussi la préoccupation de tout le monde. Il faudrait effectivement abonder dans le même sens et approfondir la réflexion quant effectivement à ce thème et quant à la situation de façon globale. Mais avant, je veux juste préciser que, en fait, ce n'est pas depuis 1985 que effectivement la semaine, comme vous l'avez dit, en fait, est à l'arrêt. C'est vrai que la première fois qu'elle a été réalisée, cette semaine nationale de la presse, c'était en 1995 avec une association que vous connaissez en fait bien. Sinon, en fait, tout le temps, le Mali a toujours célébré en fait la journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, Amey Sissé, au risque de me faire tirer les oreilles par le doyen, Amey Sissé, parrain de la semaine de la liberté de la presse au Mali. Alors, que signifie ce poids de parrain? Quel contenu est-ce que vous donnez à ce statut? On aurait pu poser la question peut-être autrement. Au président de la Maison de la Presse ou l'administrateur délégué. Moi, c'est une charge qu'on me donne et que j'ai accepté hier, je le disais au lancement, avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'émotion et avec fierté aussi, parce que c'est comme Talata vous a dit, c'est une première en tant que telle par rapport à la journée de la presse. Parce que même quand la JPP, l'Association des journalistes pour la promotion du professionnalisme, organisait ça dans la fin des années 90, le début des années 2000, c'était une semaine de la presse, mais qui ne coïncidait pas avec le 3 mai. Et c'est pour ça qu'à l'époque, certains n'étaient pas très en phase avec eux. Mais une semaine de la presse consacré à la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est quand même une première. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, et c'est la première fois qu'on fait parrainer ça, et je me dis qu'il faut le prendre avec beaucoup de philosophie, mais c'est parce qu'il y a trop d'activités et qu'il y a beaucoup de modération là-dedans, il y a beaucoup d'accompagnement des experts, des responsables des médias qui sont des gens comme les Abdraman Keita, qui sont les grands régulateurs de nos médias. Donc il faut qu'ils aient quand même un confrère ou en tout cas quelqu'un qui a l'expertise ou un peu une petite expérience qui puisse les accompagner dans les explications et dans les débats qui sont amenés à faire en conférence avec d'autres ou avec des jeunes journalistes, et ainsi de suite. Je me dis que le parrain, il a un devoir d'accompagnement, un devoir d'assistance et un devoir d'ancrage avec la Maison de la Presse de tout ce qui est la liberté de la presse et de tout ce qui est la promotion de la culture de la paix
parce que fondamentalement, le thème de cette année, au plan national, ils ont choisi réconciliation nationale, reconstruction économique. Donc je me dis que nous avons un devoir tous ensemble et le parrain doit être le plus contributif dans ce domaine-là. Alors, depuis un certain temps, les organisations de la presse malienne ne cessent pas d'innover. Aujourd'hui, une semaine consacrée à la presse, à la liberté d'expression. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, Abdraman Keïta? Vous êtes le directeur de publication du journal Le Témoin. Bon, moi, je pense qu'en réalité, ce sont des initiatives il va devoir multiplier. D'ailleurs, il ne faut pas attendre les journées qui ont d'ailleurs toujours été marquées par la presse, puisque les journées de la liberté de la presse ont toujours été marquées et célébrées par la presse, mais pas dans le cadre de semaine. Donc cette fois-ci, je pense que ça évoque vraiment des thèmes très importants, des thèmes très pertinents, qui méritent, sans que ce soit dans le cadre d'une journée particulièrement prise, que réellement la presse se penche sur les problèmes qu'elle rencontre, en discute beaucoup plus fréquemment encore, puisque c'est dans ce cadre-là seulement qu'on puisse en trouver les solutions. Donc c'est ainsi que moi j'accueille vraiment cette initiative et j'espère qu'elle va se poursuivre et se développer au-delà de cette seule journée qui est la liberté de la presse. Donc ceci dit, les journées de liberté de presse sont toujours vraiment des instants solennels et qui méritent d'être marqués et c'est très bien. Et je l'accueille positivement que la presse y consacre des thèmes qui la concernent. Alors, Mamadou Talata Maïga, vous êtes administrateur délégué de la Maison de la Presse du Mali. Aujourd'hui, quelles sont les activités qui vont devoir meubler donc cette semaine? En fait, la semaine, comme vous l'avez dit, sera meublée par plusieurs activités. Et elles commencent quand? Elles ont déjà commencé depuis hier, avec le lancement officiel. Je crois que vous avez été témoin. Nous avons reçu en fait les étudiants provenant des différentes écoles de formation en journalisme et communication en fait de Bamako pour leur expliquer effectivement le principe, mais aussi en fait les différentes activités. Aujourd'hui, nous avons eu effectivement l'honneur de recevoir le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, son homologue en fait, disons son collègue de la réconciliation aurait pu être là, mais pour des raisons indépendantes, sa volonté n'a pas pu être là, pour nous parler effectivement de la réconciliation, mais surtout des accords en fait d'Alger et le processus de réconciliation et tout ce qui va avec essentiellement. Les activités vont continuer et demain on aura en fait des anciens qui vont rencontrer encore les plus jeunes, notamment les étudiants, mais aussi ceux qui sont nouvellement entrés dans la profession pour effectivement un dialogue que nous avons appelé dialogue intergénérationnel. On va avoir en fait d'autres conférences débats pour mettre en relation la paix et en fait la relance économique. Mais ce n'est pas seulement que des conférences débats et autres là. Nous avons en fait proposé des journées portes ouvertes. Les différents organes de la place qui le souhaitent peuvent ouvrir leur rédaction aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs pour qu'ils puissent aller en fait constater de visus dans quelles conditions on travaille, comment le journal est produit, comment les émissions sont produites et autres là. Essentiellement, c'est un voyage, c'est une découverte pour beaucoup qui sont de l'autre côté effectivement du studio et qui ont leur petit poste récepteur essentiellement. Mais il n'y a pas seulement que ça, il y a aussi des activités sportives qui sont effectivement programmées. Et nous espérons effectivement que ces activités vont se dérouler. Notamment, il est prévu un match entre les professionnels des médias et puis en fait les membres du gouvernement, en espérant qu'ils vont bien chausser les crampons. On va bien croiser en fait ces crampons-là essentiellement. Mais il y a aussi un match de basketball et le tout sera effectivement bouclé par une soirée de gala au cours de laquelle nous avons l'intention effectivement d'exprimer notre reconnaissance, la presse de façon générale aux aînés, ce que nous appelons effectivement les doyens, en leur délivrant effectivement des diplômes de reconnaissance et autres. Donc voilà rapidement le programme. D'accord. Alors, est-ce que Amey Cissé, vous êtes le parrain de cette semaine et en même temps directeur de publication du journal Le Scorpion, est-ce que vous pensez que le mérite qui revient au journalisme est assez reconnu de la part des autorités et de la population en même temps? Bon, je crois que c'est reconnu de tout le monde.
quand ça arrange tout le monde, mais ce n'est pas toujours reconnu de tout le monde. Quand ça dérange aussi tout le monde, c'est un peu ça la presse. Ce que je peux dire, c'est qu'en pratiquement un quart de siècle de pratique démocratique et de soubresaut sécuritaire aussi, parce que les rébellions ont été très cycliques pendant ce quart de siècle sur notre territoire, la presse a toujours été aux avant-postes. Est-ce qu'elle a suffisamment bien joué son rôle? Il faut croire qu'il y a eu des insuffisances, souvent des excès et même des outrances. Je parle sous le contrôle du régulateur qui est à ma gauche. Mais d'une manière générale, je vais parler d'Abdraman qui est membre du Conseil supérieur de la communication, mais d'une manière générale, au-delà de ces quelques excès ou même des outrances que je viens de dire d'une manière générale, la presse a joué son rôle d'information, son rôle d'aiguillon dans une société qui n'a pas toujours su l'écouter, y compris au niveau des décideurs qu'elle agace très souvent. Et pour preuve de cet agacement, de 2011 à aujourd'hui, la presse n'a jamais cessé d'alerter par rapport à tous les dangers qu'on était en train de voir, de jouer un peu son rôle de veille, son rôle de sentinelle, son rôle d'alerte. Mais elle a souvent été très peu écoutée et c'est ce qui nous a amenés jusque-là. Et malheureusement, c'est quand ça ne va pas qu'on dit que bon, il faut que la presse joue son rôle et tout, mais quand elle joue son rôle, elle n'est pas très associée à tout ce qui peut faire en sorte qu'elle soit au cœur même des principes qui fassent que de manière vraiment autonome, les populations puissent être suffisamment informées pour faire des choix assez opérants, des choix assez objectifs en toute connaissance de cause. Parce que c'est ça le rôle fondamental de la presse. Mais malheureusement, des fois qu'elle la joue, les pouvoirs la prennent pour une presse d'opposition ou pour une presse, en tout cas, un peu aux ordres de certains activistes qui ne sont pas en train d'aider le pouvoir. Mais aujourd'hui, heureusement, le pouvoir est en train de se ressaisir et de mettre les médias au cœur de tout ce qu'ils font, à travers tout ce qu'on a vu, notamment un studio comme Tamani est en train de beaucoup accompagner la paix aujourd'hui. Il y a des radios comme Clédou, à travers Angabin, avec l'USAID. Donc il y a des partenaires qui ont compris que c'est par les médias qu'il faut passer pour ramener ce vivre ensemble-là, pour ramener ce que le Mali a perdu et qui fait que beaucoup de Maliens ne reconnaissent pas les Maliens. Et aujourd'hui, la presse est en train de jouer suffisamment sa partition, pourvu qu'on la permette de jouer son rôle, en lui permettant d'accéder à l'information, d'avoir l'information, en lui permettant de jouer son rôle en toute sécurité, en lui permettant de mettre un certain nombre de dispositions matérielles et financières à sa disposition. Et je crois que des instances comme le Conseil supérieur de la communication doivent continuer à actionner les pouvoirs publics pour qu'ils aillent dans ce sens-là. Une doléance qui englobe donc le thème de cette semaine, laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité de l'ère du numérique. Nous allons observer quelques secondes de pause, ensuite nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Notre page Facebook et notre compte Twitter sont à votre disposition pour réagir à cette émission et à toutes nos productions depuis donc votre domicile à travers nos stations partenaires, les radios partenaires donc du Studio Tamani. Nous sommes en train de réfléchir donc sur la liberté de la presse au Mali. Une semaine entière est consacrée cette année à cette question, la liberté d'expression. La profession a-t-elle les moyens aujourd'hui d'exercer convenablement? Alors, la presse malienne a subi quelques brimades, les périodes sombres donc de la presse malienne. Est-ce que la tempête est passée? Abdraman Keïta, vous êtes du journal Le Témoin. Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu reculer en arrière pour aborder la question précédente que vous avez évoquée avec mon cher aîné, Ahmed Cissé, qui est de savoir si les autorités perçoivent dans toute sa dimension le rôle qui est celui de la presse dans une société. Effectivement, bon,
comme il l'a si bien évoqué, la presse au Mali a joué un rôle prépondérant dans l'avènement de la démocratie, dans la société actuelle, l'avènement qui a préparé la société actuelle que nous sommes en train de vivre. Mais quant à dire que les autorités perçoivent aujourd'hui et réellement dans toute sa dimension la mission qui doit être celle des journalistes, je suis un peu sceptique puisque je ne vois pas que le mérite se traduise aujourd'hui par une attention particulière des autorités. Je ne vais pas aller loin dans le développement des arguments, j'aimerais seulement terminer ou bien du moins évoquer ce par quoi il a terminé, c'est-à-dire les moyens qu'il faut. Les gens, nous avons en mémoire ce litige-là, je ne peux pas l'appeler litige, mais ce malentendu qu'il y a eu il y a si peu de temps entre les autorités et la presse par rapport à l'aide à la presse. Je pense que dans une société où on perçoit réellement le rôle et la mission sociale qui est dévolue à la presse, ce sont des miettes sur lesquelles on ne doit pas vraiment s'attarder avant de l'accorder vraiment à une presse dont on attend vraiment un résultat particulier dans la formation, dans l'information et dans l'éducation des populations. Voilà, c'est ainsi que je vois. Mais quant à votre question, si vous pouvez me le rappeler. Alors, la question est en lien avec les périodes sombres de la presse malienne. Est-ce que vous pensez que cette tempête est passée? Bon, les périodes sombres, moi je ne sais pas, c'est que ça dépend de ce qu'on appelle période sombre. Les gens sont très alarmistes par rapport peut-être à ceux qui n'est vraiment pas réellement, c'est-à-dire le réel fondement des choses, la substance des choses. Je le complète. Il suffit. Les périodes sombres, si on prend la transition, elle a été je comprends. Très sombre pour la presse. Avec un emprisonnement. Oui, je sais ça. J'y viens. J'arrive là. Allez-y. Je ne dis pas qu'il y en a, mais je pense que les gens sont alarmistes par rapport à ce qui ne constitue pas la substance. En réalité, la substance, il y a beaucoup plus sombre que ça. Qu'un individu soit emprisonné, embastillé, que les journalistes soient embastillés, harcelés, enlevés, tel que ce fut peut-être mon cas, le cas de certains autres, bastonnés, dépouillés de leurs biens. C'est vraiment une période sombre. Mais en réalité, c'est le couronnement et le résultat peut-être de quelque chose qu'on a négligé par le passé. Parce que peut-être qu'on a négligé certains segments, c'est ce qui nous a vraiment, c'est ce qui a débouché sur ça. Donc pour moi, vraiment, la presse a connu une période sombre depuis longtemps, puisqu'elle a évolué dans un environnement où les autorités avaient beaucoup plus intérêt à la maintenir dans une situation de décrédibilisation, effectivement, de précarité, que de la construire. C'est la plus grande, vous voyez, le plus grand déclin que moi je considère comme un déclin de la presse, bien qu'on ait. Qu'en est-il aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, moi je pense qu'en réalité, avec des pouvoirs réguliers, des pouvoirs légitimes, puisque hier c'était encore une transition où on ne savait pas qui était responsable de quoi, aujourd'hui avec des pouvoirs légitimes, on peut s'estimer en réalité beaucoup plus en sécurité. Mais c'est beaucoup plus en sécurité. Donc ça ne peut pas être la même chose que pendant la transition, mais toujours est-il qu'en réalité, je reviens sur ce que j'ai dit, la meilleure prospérité de la presse vient de sa crédibilité, sa crédibilisation. Il faut qu'on insiste beaucoup là-dessus pour qu'on comprenne que pour rendre une presse beaucoup plus libre, il faut d'abord contribuer à lui rendre sa crédibilité et à la crédibiliser. Ce n'est malheureusement pas le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'accord. Alors, Mamadou Otalata Maïga, vous êtes administrateur délégué de la Maison de la Presse du Mali. En plus donc de ce titre, vous avez contribué à rédiger un rapport avec la Fondation Frédéric Ebert sur la situation de la presse au Mali aujourd'hui. Que peut-on dire donc des moyens d'action de la presse malienne? Bon, en fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle des moyens d'action en fait, de la presse, en fait, c'est comme tous les autres segments de la société malienne. C'est vrai qu'elle a une spécificité en ce sens qu'elle travaille sur une matière extrêmement périssable, mais extrêmement complexe, l'information, essentiellement. C'est vrai que lorsqu'on regarde, vous parlez certainement de ce que nous appelons le baromètre des médias en fait, africains, qui est un outil qui tous les 2 ans est mis en place par la Fondation Frédéric Ebert et ses partenaires, notamment les médias et bien d'autres, pour évaluer plus ou moins l'état d'évolution en fait, des médias.
C'est vrai que si on regarde dans le rétroviseur 4 années en fait, en arrière, on se rend compte que la presse, en tout cas malienne, malgré tout ce qu'on lui prête, était dans une meilleure situation que d'autres presses vraiment dans la sous-région, essentiellement par rapport à ça. C'est vrai que quand on parle de période sombre, c'est pour tout le Mali. Cette période-là, 2012-2013, heureusement qu'on est en train de sortir de ça et que la presse, effectivement, commence à sortir la tête de l'eau par rapport à ça. Là. Les moyens d'action dont on dispose, c'est d'abord en fait cette plateforme-là que nous avons eu la chance de mettre en place, notamment la Maison de la Presse, qui est la fêtière, qui a été pratiquement l'une des toutes premières recommandations, des toutes premières journées d'information de la communauté. Et qui abrite le studio Tamani. Absolument, absolument, qui en fait fédère pratiquement toutes les énergies, toutes les dynamiques et autres là pour pouvoir effectivement défendre d'abord les intérêts, la presse de façon générale, mais aussi aider en fait les acteurs, pour ne pas dire en fait les professionnels de l'information, à pouvoir travailler dans les meilleures conditions en fait de travail. Donc à ce stade-là, il y a quand même plusieurs mesures. En fait, la semaine, la presse en elle-même, c'est déjà en fait un outil d'attirer l'attention en fait des différents partenaires sur la situation de la presse, sur les besoins de la presse, sur bien d'autres éléments. Je n'en ai pas parlé, certainement c'est une omission. Il est question au cours de la journée du vendredi de mener en fait une réflexion sur l'aide à la presse. On parle de prospérité. Effectivement, une presse ne peut pas être prospère si elle n'est pas viable. Aujourd'hui, tout le monde sait que la presse malienne n'est pas du tout viable. En interrogeant effectivement les chiffres, on se rend compte que la liberté de façon globale, en tout cas de façon formelle, elle est là. Mais nous avons 60 journaux qui paraissent plus ou moins régulièrement. Les radios, on en a pratiquement 500. Imaginez un peu. Les fréquences et autres là sont ouvertes aux différentes chaînes internationales autres là, sans compter aujourd'hui les pages web qui naissent vraiment à longueur de navigation et autres. Lorsqu'on regarde tout ça, on se dit qu'avec cette floraison-là, c'est que ça doit bien marcher et que le métier en fait nourrit effectivement son nom. Mais il faut être à l'intérieur pour se rendre compte qu'en réalité, beaucoup y viennent beaucoup plus par passion que en fait de pouvoir vivre de ça. Donc nous avons effectivement aujourd'hui des moyens d'action. J'ai parlé de journée de réflexion, c'est par rapport à des éléments de plaidoyer qu'on va en fait effectivement préparer pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir amener les décideurs vraiment à comprendre qu'en réalité aujourd'hui la presse, au-delà des textes et autres là qui évoluent, elle a besoin d'un appui vraiment substantiel, d'un appui financier pour pouvoir effectivement se mettre en place comme entreprise et pouvoir prospérer. Alors la presse n'est pas que victime, la presse est souvent indexée d'être auteur de plusieurs dérives. Aujourd'hui vous êtes issu d'un organe de régulation, Abdraman Keïta, vous êtes également le directeur de publication d'un journal. Aujourd'hui, que reproche-t-on à la presse? Bon, effectivement, ce qu'il vient de dire, c'est pourquoi d'ailleurs moi j'ai des réserves par rapport à ce qu'il vient de dire, que la presse malienne est dans une meilleure situation, la liberté elle est là. Tout dépend en réalité de l'usage que nous faisons de cette liberté. Nous avons la liberté, les textes consacrent cette liberté pour la liberté, pour la presse malienne. Mais quel usage nous en faisons? Et c'est là que je viens à la question que vous venez de poser. Nous en faisons un usage abusif. En réalité, c'est qu'il l'a dit, nous sommes dans un environnement, c'est-à-dire où l'accent a été mis sur la quantité, et il est difficile de contrôler cette quantité. Nous sommes dans un environnement où où la presse est mise à contribution, la presse est utilisée comme... Est-ce qu'on peut dire manipulé, instrumentalisé? Voilà, un instrument instrumentalisé, un instrument... Pour ceux qui n'ont pas le courage de s'exprimer. Voilà, parce que on est dans un environnement... Est-ce que c'est la précarité qui est à l'origine donc de cette instrumentalisation? Non, je pense qu'en réalité... les instances de régulation. Non, je pense que non, j'en viens. Les dérives viennent du fait qu'en réalité, c'est-à-dire nous sommes dans un truc démocratique, dans un environnement démocratique qui n'est pas très adopté à notre société. Nous ne sommes pas dans une société où, par exemple, les gens ont le courage de dire en face ce qu'ils peuvent te dire, politiquement même. Donc, ils préfèrent passer par les organes. Donc, nous jouons un rôle de délégué de la liberté d'expression à la place de certains autres. Donc, nous sommes un peu, comme vous l'avez dit,
l'instrument par lequel les gens se rendent des coups. Donc cela fait naître forcément des dérives. Des dérives, des manquements au droit et au texte qui encadre, des manquements à l'honneur et à la dignité de personnalité. Est-ce que dans ce contexte de précarité... De permissivité, si vous voulez, dans ce contexte, nous évoluons dans un contexte de permissivité. Est-ce que dans ce contexte de précarité, les organes de régulation parviennent à effectuer leurs tâches convenablement? Ils ne peuvent pas, parce que même les organes de régulation évoluent dans une situation précaire. Donc c'est le problème. Nous n'avons pas les organes de régulation nous ne sommes pas dans les conditions qui nous permettent d'y réguler. Non seulement en termes de matériel, mais seulement en termes de moyens d'action que sont les textes qui permettent à ces organes d'agir. C'est ça. Nous sommes dans un environnement, si vous voulez, réellement de permissivité. Voilà. Alors, donc cela mérite d'être revu, puisque si on ne voit pas, c'est pourquoi je parle, c'est-à-dire qu'on a encouragé une décrédibilisation de la presse, puisque quand on permet à quelqu'un de faire un usage abusif de sa liberté, il en abuse tel qu'il perd sa crédibilité. Parce que vous voyez, c'est ça en réalité, c'est ça. Et cela encourage les trucs, puisque une presse peu crédible n'a pas d'impact sur les institutions. Alors, nous allons demander à Ahmed Cissé, qui est parrain donc de cette semaine de la liberté de la presse. Ahmed Cissé, vous êtes également directeur de publication du journal Le Scorpion. La satire est votre matière première aujourd'hui. Est-ce que cela rapporte? En fait, moi je crois qu'il faut positiver un peu. C'est-à-dire que cela ne rapporte pas. Je disais avec Abdraman, tout de suite, quand je disais que j'étais en bouclage, que je disais que je ne pouvais pas venir et tout, il me dit, Abdraman, il a été journaliste chez moi, il a été un des grands animateurs du Scorpion, avant d'être aussi indépendant et même mon régulateur maintenant. Il m'a dit, c'est le même train-train depuis 15-20 ans qu'on est en train. J'ai dit, mais c'est le même train-train, on n'a pas changé. Mais bon, on a évolué quand même, parce que vous voyez, Abdraman, c'est monsieur très sage maintenant, marié, avec des enfants et tout. Mais c'est dans ce train-train qu'on a oublié la satire. Qu'on a pu construire tout ça. Mais il est toujours satirique. Vous voyez, même dans ce qu'il dit tout de suite là. Il est même plus satirique que moi. Mais moi, je crois qu'il faut positiver. Aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit au départ, est-ce que la presse a toujours joué son rôle? J'ai dit, quelque part, on peut dire qu'il y a eu des dérives. Il y a eu des manquements, il y a même eu des outrances. Et j'ai dit à l'époque, je parlais sous le contrôle d'Abdraman, c'est tout ce qu'on a condamné. Et c'est cette permissivité dont il a parlé qui nous a amené jusqu'à ça. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis près de 20 ans, ce qu'on ne peut pas reprocher à la presse, c'est que par rapport aux rébellions, aux crises sécuritaires qu'on a vues, on ne peut pas dire que la presse est au cœur de ça. La presse a toujours essayé de jouer son rôle chaque fois qu'il s'agit de réconcilier les Maliens avec eux-mêmes. Chaque fois qu'il s'agit, et souvent à son corps défendant, j'allais dire, à son corps défendant. Et des fois, des journalistes ont été taxés d'être proches de l'opposition, d'être proches de ceux qui sont en train de dire que les pouvoirs publics sont en train de mal faire. Ainsi de suite. Mais la presse, M. Hamé, a également participé à la démoralisation de l'armée malienne. Il y a aussi cela. Il y a beaucoup de choses. Non, je ne suis pas d'accord. La presse a servi. Talata veut ajouter quelque chose. Mamadou Talata Maïga, qui est l'administrateur délégué de la Maison de la Presse, veut ajouter quelque chose. Allez-y, M. Maïga. Là, c'est le régulateur qui parle. Il n'est pas autorisé à me couper parce que c'est un très mauvais régulateur. Je n'ai jamais vu en train de dénoncer des gens. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que l'exception ne doit pas confirmer la règle. Quand je parle de généralité. Généralement, je suis d'accord avec lui à critiquer, mais 80% des médias maliens ne sont pas des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Si livré en la matière met de l'huile sur le feu, on ne va pas, c'est pas sur ça qu'on va mettre l'accent. Et comme je dis, moi je dis avec, par exemple, un de nos doyens, qui a été un grand régulateur, un grand journaliste, Hervé Bourges, c'est notre doyen, celui qui disait, en 2007, par rapport à la sortie de crise en Côte d'Ivoire, en marge des journées nationales, je le cite, « Je ne voudrais pas que nos travaux se laissent emporter par l'angélisme. Ce n'est pas en bêlant le beau mot de la paix qu'on l'établit dans les esprits et les cœurs. Hein? À l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, la paix de Munich n'a pas pu s'opposer à la montée du nazisme. La vérité est que les journalistes ne sont pas les architectes de la paix ou de la guerre civile. Autant nous ne sommes pas les seuls architectes de la paix, autant nous ne sommes pas les architectes de la guerre civile. Ils peuvent
prendre leur part à cette construction. Mais ils ne sont pas seuls. Le courage politique des dirigeants compte pour beaucoup. La responsabilité de chaque citoyen et chaque homme public est engagé. C'est-à-dire que moi je dis on est dans un environnement global. Les pouvoirs publics ont leur part, les citoyens lambda ont leur part et nous avons notre part. Donc il ne faut pas ramener tout à nous les professionnels. On reconnaît notre part de responsabilité, mais on reconnaît aussi le rôle premier qu'on a joué. Parce que si on était écouté depuis tout ce temps, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Une pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook et notre compte Twitter. Nous sommes avec des journalistes, c'est pour ça que vous entendez ces échos derrière moi ou bien autour de moi, des journalistes. Quand vous les invitez à un débat, il faut toujours s'attendre à des critiques et à des condamnations de part et d'autre. Alors Mamadou Talata Maïga, vous êtes administrateur délégué de la Maison de la Presse du Mali. Nous réfléchissons sur la liberté de la presse au Mali. Vos prédécesseurs viennent donc d'évoquer quelques mots sur la régulation et la précarité donc de la presse. Vous voulez donc ajouter quelque chose avant que nous terminions cette deuxième partie? En fait, moi, je voudrais juste dire par rapport d'abord à votre question. C'est vrai qu'avec M. Keïta et M. Cissé, chacun en fait donne son point de vue par rapport à ça, mais je pense qu'il faudrait plus ou moins prendre la mesure de la situation. Effectivement, il y a des problèmes de manquement en fait, à l'éthique et à la déontologie. C'est vrai, on en parle beaucoup plus dans le domaine de la presse parce que c'est vraiment en fait, le secteur le plus visible. Ça ne veut pas dire que dans les autres secteurs, ça n'existe pas essentiellement. Mais il faut reconnaître que des efforts ont été faits pour que effectivement, tout cela soit effectivement jugulé. Et les professionnels ont travaillé pour ça. En 1991 déjà, on a travaillé pour avoir le premier code de M. Cissé, je parle sous son contrôle, le premier code d'éthique, disons les déclarations de droits et de devoirs des journalistes qui a évolué pour donner aujourd'hui le code d'éthique et de déontologie. Bon, malheureusement, la situation est telle qu'il y a une très grande mobilité, en tout cas dans le milieu de la presse. Ceux qui viennent, c'est pour se faire la main et partir ailleurs, sous des cieux beaucoup plus cléments, véritablement. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un tout venant. Et généralement, ceux qui viennent, ils ignorent carrément la profession. C'est devenu un pis-aller. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent vraiment rester. Ils viennent pour se faire la main. C'est l'une des rares corporations où à l'entrée, on ne demande pas si vous avez une expérience. On ne demande pas véritablement. Les gens viennent et puis ils s'installent essentiellement. Donc, à ce stade-là, à ce niveau-là, il y a eu beaucoup d'efforts. C'est vrai, pour ceux qui ont suivi l'évolution des médias, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, quoi que l'on dise, ils sont incontournables et il y a des efforts qui sont faits. Nous avons différents instruments qui ont été élaborés justement pour déjà cadrer en fait ces aspects éthiques et déontologiques. J'ai parlé du code éthique. Il y a en fait des chartes qui ont été élaborées justement pour pouvoir en fait, amener les professionnels des médias à s'engager dans ça. Les différentes études dont vous avez parlé se sont effectivement penchées sur ça. Et c'est vrai que tout le monde reconnaît qu'effectivement aujourd'hui, il y a quelques brebis galeuses dans les rangs. Ça ne veut pas dire que tout le monde, effectivement, le fait. M. Keïta l'a dit, ils n'ont pas les moyens de réguler. Mais il y a en fait un organe d'autorégulation qui existe depuis 2000 ou 2002, si c'est me rappellerait effectivement la date, qui n'a jamais pu faire son travail pour faute de moyens en réalité pour ce travail-là. C'est des problèmes en fait que l'on a, c'est des casseroles effectivement que les médias traînent. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas d'amélioration dans cette situation. Tout le monde est comptable de ça. Ce n'est pas juste les professionnels, mais aussi en fait, les autorités qui sont tenues d'accompagner en fait, ça. Vous l'avez déjà dit, de façon globale, la raison fondamentale, c'est effectivement la précarité. Parce que celui qui sort de la maison, qui doit aller en reportage et qui n'a même pas en fait, de quoi se payer le transport, forcément, quand il arrive, il va en fait, tendre la main. Et forcément, quand vous tendez la main, quand le communiqué final tombe, vous serez lié par ce communiqué-là. Vous ne pouvez pas faire votre travail vraiment en toute conscience. En toute autonomie. Absolument. Alors aujourd'hui, la raison fondamentale, c'est aussi un manque de protection de la profession. Et c'est ce qui m'amène à dire qu'en réalité, il manque de volonté politique réelle
d'encadrer cette profession-là. Abdraman Keïta, du journal Le Témoin. Alors, nous allons passer à la dernière partie de cette émission qui est consacrée donc une émission qui réfléchit sur la liberté d'expression, et cette troisième partie est consacrée toujours à la profession, comment améliorer la qualité professionnelle de cette prestation de la presse malienne. Une école était attendue, une école de formation en journalisme était attendue en début d'année. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce projet, Mamadou Talata? En fait, je pense que le projet il est toujours en cours, il est dans le pipeline. Il y a eu déjà des avancées par rapport à ça. C'est vrai qu'il était prévu que l'école soit lancée en janvier. À cet effet, effectivement, il y a eu, je pense que les autorités en charge de ça sont mieux placées pour en parler. Mais ayant été témoin de comment ça évolue, je pense que c'est toujours dans le pipeline. Et selon les informations que j'ai, certainement, en tout cas à l'ouverture prochaine, cette école sera effectivement opérationnelle. Je pense qu'au niveau de la législation et autres là, les textes sont en train d'être mis en place et autres là. Et en fait, il y a les programmes en fait ont déjà été élaborés. Ils sont en train effectivement de les traduire pour que ces programmes répondent effectivement aux besoins aujourd'hui de la presse, aux besoins du marché effectivement de l'emploi et autres. D'accord. Alors, Amey Sissé, vous êtes parrain de cette semaine de la liberté de la presse au Mali, également directeur de publication du journal Le Scorpion. Quels doivent être les objectifs, les défis aujourd'hui de cette nouvelle structure, de cette école qui doit former les journalistes au Mali? Je crois que c'est le défi de toute école de formation, c'est mettre les gens à niveau, c'est leur donner une bonne formation pour qu'ils aient une bonne expertise à la sortie. Et je crois que la semaine de la presse participe aussi de ça, parce que c'est comme si on dit qu'il n'y a pas d'école de journalisme. Donc les écoles privées de journalisme qui sont là, c'est comme si on est en train de dire qu'elles sont nulles, que c'est la première fois que le Mali va avoir une école de journalisme. Je crois qu'une école publique de journalisme est en train de se créer. Et pendant la semaine de la presse, je crois que Talata a dit qu'il y aura des journées portes ouvertes sur certaines écoles de journalisme qui ont fait un peu d'effort et qui a des concours de journalistes en herbe. Tout ça, c'est pour développer la formation et sensibiliser les journalistes en herbe sur le rôle clé qu'ils doivent jouer et sur les intérêts à respecter, la déontologie, l'éthique. Mais c'est surtout, comme Abdoulaye l'a dit, malgré que c'est mon contradicteur principal, je suis très habitué à lui, il a toujours été mon contradicteur, c'est un dangereux contradicteur. Mais moi, je crois que le plus important, c'est que les pouvoirs publics, c'est que la société civile, que tout le monde s'assure que les médias sont associés aux efforts qui sont entrepris pour une sortie de ce conflit-là et de cette crise-là. Que les médias soient au cœur du processus de réconciliation nationale. Qu'on ne fasse pas appel aux médias seulement quand on a circonstanciellement besoin d'eux et qu'après, qu'ils soient jetés comme l'opprobre, comme ceci, cela. Aujourd'hui, les médias doivent être au centre. Ils sont incontournablement et incontestablement un rôle de tout premier ordre à jouer, et l'État et les pouvoirs publics, les organisations de la société civile doivent comprendre ça. Si on met les médias au cœur de ça, accompagner des moyens financiers et matériels qu'il faut mettre. Moi, je vous dis, les défis pour les médias aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'accès à l'information. On n'a pas accès à l'information, monsieur Keïta, le grand régulateur. On n'est pas dans les conditions de sécurité. Aujourd'hui, quand je veux savoir ce qui se passe à Ménaka, à Tombouctou et autres, je ne peux pas. Et souvent, et vous avez vu que les premières victimes, c'est vos collègues des radios. Quand il y a eu l'insécurité est là. Et on n'a aucune garantie de sécurité. Quand on veut aller en reportage au nord aujourd'hui, la seule sécurité, c'est les avions de l'aménagement, du PAM, ainsi de suite. Et nous sommes les gens qui ont le même accès à ça. Tellement de tracasseries pour avoir accès à ça, alors que des dispositions doivent être prises dans ça. Des caravanes doivent être organisées dans ce sens-là. Les citoyens doivent savoir un peu qu'est-ce qui est en train de se faire. Je crois qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire dans la vulgarisation de ce qu'ils appellent les accords et tout, mais il reste beaucoup à faire. Mettre les journalistes dans les conditions, et ça, sensibiliser les journalistes et les jeunes journalistes sur les rôles clés qu'ils peuvent jouer en faveur de la paix et de la sécurité, et les appeler à accomplir leurs fonctions de manière professionnelle, dans le respect de l'éthique et la déontologie. Et comme vous l'avez dit, l'éthique et la déontologie ne s'exercent pas dans la précarité, ne s'exercent pas dans la permissivité. Il faut qu'on donne à chacun
les moyens de jouer sa partition. Et la presse joue sa partition sans qu'on lui en donne les moyens. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est à saluer aujourd'hui. Parce qu'avec le peu qu'elle a, elle essaie de faire le maximum qu'elle puisse. Malgré que les brebis galeuses ou les ivraies soient là. Mais dans tous les cas, elle est au cœur du processus aujourd'hui. Alors, nous l'avons dit, les journalistes ne sont pas que victimes, ils sont aussi acteurs et souvent indexés d'être manipulés et instrumentalisés. Aujourd'hui, qu'est-ce que les organes de régulation donnent comme ligne infranchissable aujourd'hui pour les journalistes qui exercent même sans véritablement... Ça, on veut vraiment savoir. Sans quoi? Sans véritablement être des professionnels. Bon, ce que j'allais revenir là-dessus, puisque moi j'allais dire qu'en réalité, il ne sert à rien de créer une école si on doit permettre à tout le monde d'être journaliste. Et ça, si je parle de ça, c'est pour interroger un peu nos textes, qui disent qu'il suffit d'être doté d'un diplôme supérieur, avoir 1 an seulement d'exercice de la profession pour être reconnu comme journaliste professionnel. Donc il faut révisiter un peu nos textes. Ça, c'est la première démarche. Mais ça, c'est les textes universitaires. On a progressé. Moi, je dis le Mali est l'un des rares pays au monde. Non, s'il vous plaît, je vous dis que le Mali est l'un des rares pays au monde à dire que si nous devons... il faut avoir un diplôme supérieur. C'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. Il faut être... Non, je parle de choses. Non, il ne faut pas ramener des choses au seul cas du Mali. Quand on parle de la liberté de presse, c'est un concept mondial et universel. Merci, Ahmed. Voilà. Effectivement. Bon, moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'en réalité, il faut faire une irruption. Il faut faire une irruption dans l'universel, comme ça là. Non. Il faut se préparer d'abord pour faire une irruption dans l'universel. En oubliant la mondialisation. Effectivement. Il ne faut pas oublier, mais il faut y aller à pas pesant. Il faut savoir comment on rentre dans l'universel. Il ne sert à rien également. Vous avez 30 secondes pour il ne sert à rien également de faire des écoles de journalisme et de chercher à créer un journalisme de qualité en permettant à tout le monde de créer des journaux. C'est pas comme ça. Ça, c'est là aussi, ça mérite que les textes soient révisités et puis revoir en réalité ces histoires de récépissé. Ces histoires de récépissé. Je pense que c'est une liberté de presse brute. D'accord, ce point de vue est compris. Merci beaucoup, Abdelman. La France soit le seul terminez votre pensée. Ce sont des libertés qui, dans notre cas, est abrupte. Merci. Mamadou Talata Maïga, vous êtes administrateur délégué de la Maison de la Presse. Un dernier mot avant de conclure cette émission. En fait, moi, je voudrais juste... je voudrais juste dire, en fait, l'école qu'on est en train de créer a dessiné vraiment le profil, en fait, du produit que l'on veut en fait avoir sur le marché. Je pense que la préoccupation de tous ceux qui ont participé à l'élaboration des programmes, c'est d'avoir des produits en fait opérationnels qui répondent aux besoins aujourd'hui du marché, de l'emploi pour ce qui concerne les médias. Je veux juste préciser, Abdrahman, que au Mali, on reproche en fait d'avoir pratiquement protégé le métier de journalisme. Ailleurs, les textes en réalité ouvrent en fait le métier à tout le monde. Ici, on a mis effectivement des garde-fous en disant qu'il faut d'abord avoir un diplôme supérieur pour pouvoir accéder. Ça, c'est ce que disent les textes. Mais la réalité du terrain, elle est tout autre chose. Je vous ai dit, c'est vraiment du tout venant. Les gens s'arrivent, ils n'ont aucun diplôme, ils n'ont aucune référence, mais quand même, on leur ouvre effectivement ça. Donc, je dis que par rapport à ça, c'est vrai que le débat, on peut le continuer en fait dehors. Voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette émission. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est terminé. Ce n'était pas un forum de la presse, mais ça y ressemblait car les confrères aujourd'hui étaient avec nous pour réfléchir sur cette semaine, la relance donc des activités de la semaine nationale donc, de la liberté de la presse qui doit donc prendre fin le 3 mai prochain. Nous étions avec Mamadou Talata Maïga, administrateur délégué de la Maison de la Presse du Mali, Ahmed Cissé, parrain de cette semaine, et Abdrahman Keïta, directeur de publication du journal Le Témoin. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la technique, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission et Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue.